Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie du 21 novembre 2025, proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à ICA Paris 15. Émission d'information, pas de conseil médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 67 articles. Voici notre sélection. Vous trouverez la liste complète en description. Je précise d'emblée que je me concentre sur des travaux qui n'ont pas été détaillés dans la précédente édition, avec un focus particulier sur la douleur pelvienne au sens large. Je ne peux pas garantir l'absence de recoupement à 100%, mais le choix est clairement orienté vers des études nouvelles sur la douleur, l'endométriose, la dysménorrhée et les suites périnéales douloureuses. À la une, périnée chirurgicale, grossesse et endométriose douloureuse. On commence par un sujet qui revient régulièrement en consultation, chez les patientes comme chez les chirurgiens, les implants de prolapsus et le risque d'érosion vaginale. Une méta-analyse publiée dans Scientific Reports synthétise plusieurs dizaines d'études sur les implants utilisés dans la chirurgie de prolapsus vaginal, en regardant spécifiquement les érosions de parois vaginales après chirurgie. Les auteurs passent au crible les travaux récents, regroupent les séries qui utilisent des implants vaginaux et analysent quels facteurs, du côté de la patiente comme de la technique, sont associés à plus ou moins de complications. Le message général, sans rentrer dans les décimales, est que le risque d'érosion n'est pas uniforme. Le profil de la patiente, certains comportements comme le tabagisme, la manière dont l'implant est posé, le type de geste associé par exemple quand on combine la réparation avec d'autres interventions, influencent les taux de complications. La qualité méthodologique des études reste très variable et il ne faut pas surinterpréter un chiffre isolé, mais on a suffisamment de recul pour dire que la décision d'implanter un matériel doit intégrer une stratification du risque, une vraie discussion éclairée et un suivi au long cours, plutôt que de considérer l'implant comme une solution standard interchangeable. Pour la rééducation, cela rappelle aussi que, chez une femme douloureuse après chirurgie de prolapsus, on ne peut pas se contenter d'opposer rééducation et chirurgie, il faut intégrer le facteur implant, le risque d'érosion et la fragilité tissulaire dans la stratégie globale. Deuxième gros volet de la semaine, le plancher pelvien pendant la grossesse. Un essai randomisé publié dans BMC Pregnancy and Childbirth s'intéresse à un programme structuré d'exercices du plancher pelvien débuté au deuxième trimestre de grossesse. Les participantes sont réparties entre un groupe prise en charge habituel et un groupe qui suit, jusqu'à la fin de la grossesse, des séances encadrées 2 fois par semaine, avec des exercices quotidiens à domicile. Les auteurs mesurent la force du plancher pelvien, l'endurance, les capacités de contraction rapide, mais aussi les symptômes d'incontinence et quelques paramètres hémodynamiques fœto-placentaires en Doppler. Les résultats vont nettement dans le sens de ce que les cliniciens constatent sur le terrain. Les femmes du groupe entraînement améliorent clairement leur performance musculaire, et la proportion d'incontinence d'effort en fin de grossesse est plus faible que dans le groupe contrôle, avec un bénéfice qui semble persister dans les premiers mois du postpartum. Surtout, les indices Doppler utérin et fœtaux ne montrent pas de signal alarmant. Autrement dit, dans les limites de cette étude, un entraînement des muscles du plancher pelvien bien structuré pendant la grossesse apparaît à la fois efficace sur le plan fonctionnel et sûr sur le plan hémodynamique. Cela ne veut pas dire qu'il faille prescrire les mêmes protocoles à toutes les femmes enceintes, mais cela donne une base solide pour défendre l'intégration systématique d'une évaluation et d'une éducation périnéale précoce dans les parcours de grossesse. On reste dans la sphère génitale, mais côté douleur chronique avec l'endométriose. Un article de Communication Biology propose une analyse ambitieuse de la structure cérébrale, des comportements douloureux et de la santé mentale chez des femmes avec endométriose chirurgicalement confirmée. Les auteurs comparent ces patientes à des témoins et combinent imagerie cérébrale, questionnaire de douleur et score psychométrique. Ils mettent en évidence des différences de volume et d'épaisseur corticale dans des régions impliquées dans la modulation de la douleur et de l'affect, avec des liens entre ces modifications, l'intensité de la douleur chronique et la qualité de vie. Ce n'est pas un papier d'intervention, et on ne peut pas en déduire qu'une technique donnée normalise le cerveau. En revanche, c'est un argument supplémentaire, solide, pour dire que la douleur d'endométriose est une douleur chronique à part entière, avec remodelage central, et pas seulement une somme de lésions locales. Pour la clinique, cela renforce 3 idées. La nécessité d'une éducation à la douleur adaptée, la légitimité d'approches centrées sur la plasticité, activité physique progressive, travail respiratoire, relaxation, thérapie cognitivo-comportementale, et le danger de réponses purement mécaniques du type « tant qu'on n'a pas tout enlevé, c'est normal que ça fasse mal ». Dans la même veine, un article de synthèse dans Biology of Reproduction revisite les « nouvelles pistes pour soulager les symptômes de l'endométriose ». C'est une revue narrative, pas une méta-analyse, mais elle fait le point sur l'inflammation, l'angiogénèse, la sensibilisation périphérique et centrale, les liens avec le microbiote, et les implications pour la prise en charge,
place des analogues, de la progestérone, des traitements combinés hormonaux, rôle possible des neuromodulateurs, du soutien psychologique et des approches complémentaires. Le message général est qu'on sort peu à peu d'un modèle « tout chirurgie » ou « tout hormone » pour aller vers des combinaisons sur mesure, en assumant le caractère chronique de la maladie et la variabilité des trajectoires. Là encore, pour les cliniciens, l'enjeu n'est pas de trouver le « protocole miracle », mais de construire des plans de soins multimodaux, réalistes, expliqués, avec des objectifs fonctionnels clairs. Pour la pratique, douleurs pelviennes, grossesse, postpartum et endométriose. Sur un plan très concret, plusieurs papiers de la semaine viennent nourrir notre gestion quotidienne de la douleur pelvienne autour de la grossesse. Une étude cas témoin multicentrique publiée dans BMC Pregnancy and Childbirth explore le lien entre douleurs lombo-pelviennes pendant la grossesse et peur de l'accouchement. Les auteurs comparent des femmes enceintes avec lombalgie ou douleurs pelviennes marquées à des femmes sans douleur, et évaluent peur de l'accouchement, anxiété, catastrophisme et perception du contrôle. Les femmes douloureuses rapportent non seulement davantage de peur, mais aussi un profil plus catastrophique face à la douleur à venir. Le papier ne prouve pas que la douleur cause la peur, ou l'inverse, mais il montre une boucle douleur, peur, anticipation très forte. En pratique, cela plaide pour ne pas traiter la douleur lombo-pelvienne de grossesse uniquement comme un problème mécanique, mais comme un complexe biopsychosocial, prise en charge kiné, conseil d'activité, gestion de la peur, information claire sur le déroulement de l'accouchement, et, si besoin, relais psychologique. Côté postpartum, 2 essais randomisés s'intéressent à des interventions très terrain sur la douleur périnéale après accouchement. Le premier, publié dans une revue d'obstétrique, teste un protocole de massage périnéal associé à des compresses chaudes chez des femmes ayant eu une épisiotomie ou des déchirures périnéales. Le design est simple, un groupe reçoit les soins habituels, l'autre bénéficie, pendant les premiers jours, de séances structurées de massage doux et de compresses chaudes appliquées par les équipes soignantes. Les résultats montrent une diminution significative de la douleur rapportée, une réduction de la durée de la douleur aiguë, et un meilleur vécu global des suites. Le second essai, publié dans un journal d'obstétrique international, évalue une application unique de photobiomodulation, laser ou lumière de basse intensité, sur des périnées traumatisés en postpartum immédiat. Là encore, suivi court et effectif limité, les femmes du groupe photobiomodulation rapportent une baisse plus rapide de la douleur et un confort amélioré dans les jours qui suivent. Les 2 études sont de niveau de preuve modeste, avec des biais possibles, mais elles convergent sur un message simple. Des interventions non invasives, peu coûteuses et intégrables dans la routine des maternités peuvent réellement améliorer la douleur périnéale immédiate. Pour la rééducation, cela ouvre aussi la porte à des collaborations plus étroites avec les équipes de suite de couches pour standardiser ces gestes. Revenons à la dysménorrhée, autre grande cause de douleur pelvienne. Une étude transversale menée auprès d'étudiantes en médecine en Éthiopie montre, sans surprise, que la dysménorrhée primaire est extrêmement fréquente, avec des répercussions importantes sur la vie quotidienne, l'assiduité au cours et la concentration. L'intérêt n'est pas de découvrir que beaucoup de femmes ont mal pendant leurs règles, mais de documenter à quel point cette douleur est sous prise en charge, avec une majorité de jeunes femmes qui gèrent seules avec des antalgiques en automédication, sans accompagnement structuré ni information sur les stratégies non médicamenteuses. Pour nous, cliniciens, cela rappelle que poser systématiquement la question des cycles et de la douleur menstruelle, y compris chez des patientes qui consultent pour autre chose, n'est pas un détail gynéco, mais un élément central de la santé pelvienne. Sur le versant prise en charge, un article de synthèse centré sur le Moyen-Orient et l'Afrique propose une approche holistique de la dysménorrhée, en intégrant pharmacologie, activité physique, techniques de relaxation, compléments alimentaires et prise en compte des barrières culturelles. La revue insiste sur la nécessité d'adapter les recommandations à des contextes où l'accès aux gynécologues, aux antalgiques de palier supérieur ou à la kinésithérapie spécialisée est limité, et où les croyances autour des règles peuvent freiner la demande de soins. Même si le niveau de preuve des différentes interventions est très variable, le message est utile. La dysménorrhée se prête bien à des combinaisons de leviers médicamenteux, comportementaux et éducatifs, et il est temps de sortir du duo ibuprofène ou rien. Toujours du côté de l'endométriose, une revue dans Cannabis and Cannabinoid Research s'intéresse à l'usage du cannabidiol et du delta-9-THC dans la douleur d'endométriose. Les auteurs passent en revue modèles expérimentaux et études cliniques disponibles. Le tableau est nuancé, données précliniques intéressantes, quelques études observationnelles où les patientes rapportent une amélioration de la douleur et du sommeil, mais très peu d'essais contrôlés solides. En résumé, c'est un champ de recherche émerge, prometteur sur le plan mécanistique, mais encore loin d'une recommandation standardisée.
Chez les patientes qui utilisent déjà ces produits, l'enjeu est surtout de cadrer, vérifier les interactions, encadrer les doses, surveiller les effets indésirables et garder une approche globale de la douleur. Un autre papier, sous forme d'enquête, interroge des physiothérapeutes australiens sur leur manière de prendre en charge les personnes avec endométriose. On y retrouve ce que beaucoup vivent au quotidien, grande hétérogénéité des pratiques, mélange de techniques myofaciales, d'exercices de stabilisation du tronc, de travail respiratoire, d'éducation thérapeutique, parfois de techniques internes, avec des freins organisationnels, temps, remboursement, accès à la formation, et un besoin massif de lignes directrices plus claires. L'article ne donne pas la « bonne recette », mais il a une vertu. Il montre que la communauté reconnaît l'importance de la rééducation dans l'endométriose, tout en admettant que le niveau de preuve spécifique de chaque technique reste limité. C'est une incitation à documenter plus systématiquement nos résultats, à participer à des études et à partager des protocoles plus standardisés. Enfin, un essai en cours, décrit dans un protocole publié, compare un exercice de type 90 à 90 ball and balloon à des Kegels classiques dans l'incontinence d'effort postpartum. L'idée est d'utiliser une position spécifique, avec soutien par ballon, pour optimiser la synergie diaphragme, paroi abdominale, plancher pelvien et mieux gérer la pression intra-abdominale. Les résultats ne sont pas encore disponibles, mais ce type d'étude va directement intéresser les cliniciens qui utilisent déjà des approches orientées respiration et contrôle de la pression chez des patientes avec fuite à l'effort. À surveiller de près pour, peut-être, donner un support scientifique à des pratiques déjà présentes dans de nombreux cabinets. À surveiller, brève et insolite, ce qui bouge autour de la douleur pelvienne. Dans la catégorie à surveiller, un protocole publié dans JMIR décrit un essai de hypnothérapie en ligne pour la douleur pelvienne chronique. Les participants recevront des séances d'hypnose guidée à distance, structurées, avec des objectifs sur la douleur, la détresse psychologique, la qualité de vie et le coût-efficacité. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat, mais le simple fait qu'on teste de façon rigoureuse une intervention d'hypnose en format numérique, en ciblant spécifiquement la douleur pelvienne, est un signal fort. Si les effets sont au rendez-vous, on disposera potentiellement d'un outil accessible, peu coûteux, intégrable dans des programmes multimodaux de douleur chronique, y compris pour les patientes éloignées des centres spécialisés. Autre piste de recherche plus fondamentale, un article sur la Shenghua décoction, une formule de médecine traditionnelle chinoise utilisée dans la dysménorrhée, applique des techniques de network pharmacology et de docking moléculaire pour cartographier les voies biologiques ciblées par ces différents composants. On est ici sur un travail théorique, sans essai clinique associé, qui tente de raccrocher des pratiques traditionnelles à des mécanismes modernes. Voies inflammatoires, modulation de la contractilité utérine, interaction avec des récepteurs impliqués dans la nociception. C'est typiquement le genre de papier à classer dans « insolite sérieux », aucune implication directe pour la pratique aujourd'hui, mais un exemple de la manière dont la recherche essaie de traduire des formules empiriques en hypothèses testables. Passons aux brèves. Première brève utile pour la consultation. Une étude de validation hongroise du PFDI20 et du PFIQ7 confirme la bonne fiabilité et la validité de ces questionnaires dans une population de femmes avec troubles du plancher pelvien. Rien de révolutionnaire, mais un rappel que ces outils restent des références solides pour quantifier symptômes et impacts dans différents contextes linguistiques. Deuxième brève. Une étude de cohorte américaine exploite les données NHANES pour regarder le lien entre un score d'équilibre oxydatif global, alimentaire et comportemental, et le risque de vessie hyperactive. Les auteurs trouvent une association inverse modérée. Plus le profil du patient est globalement antioxydant, moins les symptômes de vessie hyperactive sont fréquents. Ce n'est pas une preuve de causalité, mais cela renforce les messages de style de vie que l'on donne déjà. Ce qui est bon pour le cœur, le métabolisme et le cerveau semblent aussi aller dans le bon sens pour la vessie. Enfin, une grande revue pratique sur les troubles anorecto-bénins, hémorroïdes, fissures, dysynergie défécatoire, incontinence, rappelle des évidences pas toujours appliquées. Place incontournable de l'examen clinique complet, rôle majeur de l'éducation et du biofeedback dans la dysynergie, prudence vis-à-vis des gestes chirurgicaux trop rapides. Beaucoup de douleurs anales chroniques gagneraient à passer par une évaluation fonctionnelle structurée avant de finir au bloc. Pour finir sur une note insolite mais pas tant que ça, un essai randomisé sur la propreté infantile assistée teste l'effet d'un apprentissage précoce du pot sur la survenue de troubles gastro-intestinaux fonctionnels chez le nourrisson. L'idée est de comparer des familles accompagnées dès les premiers mois pour reconnaître les signes d'élimination de l'enfant et proposer le pot de manière adaptée, à des familles suivant les conseils habituels plus tardifs. Les résultats préliminaires suggèrent une baisse de certains troubles fonctionnels chez les enfants accompagnés précocement.
Même si on reste dans le champ digestif et non périnéal stricto sensu, cela fait réfléchir sur la manière dont on introduit, dans nos cultures, la question des fonctions d'élimination très tôt dans la vie, et sur les liens possibles avec les troubles pelvi-périnéaux ultérieurs. Conclusion. En résumé, cette semaine confirme plusieurs lignes de force. D'abord, dans la chirurgie du prolapsus, la question des implants n'est plus pour ou contre, mais pour qui, comment, avec quel suivi, avec une attention accrue au profil de risque individuel. Ensuite, autour de la grossesse et du postpartum, on accumule des données en faveur de programmes d'exercice du plancher pelvien structurés pendant la grossesse, et d'interventions simples, massage, chaleur, photobiomodulation, pour soulager la douleur périnéale immédiate. Côté douleurs pelviennes chroniques, en particulier endométriose et dysménorrhée, la littérature insiste sur la dimension centrale et multifactorielle de la douleur, et explore à la fois des approches complémentaires, cannabinoïdes, hypnose, formules traditionnelles, et le rôle croissant de la rééducation spécialisée. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les détails des études et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Retrouvez les références en description, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.